en visioconférence. Donc merci à monsieur et madame Muti d'avoir proposé cette conférence. Madame Muti est la présidente de l'association Patrimoine et Partage de CEPO Saint-Romain, qui s'intéresse entre autres au patrimoine de la commune et des localités environnantes, et qui le valorise par le biais de publications, d'expositions, de visites, de randonnées. Et je cite simplement rapidement quelques travaux sur des personnalités de la commune, comme le chirurgien Ténon, qui a donné lieu à une exposition, une autre exposition sur les poilus de Cepo Saint-Martin, et des publications sur le peintre Sénoné Lambinet, sur la généalogie immobilière et sur l'histoire de la tuilerie de la Ferté-Loupière. Mais ce soir, donc, il nous propose une conférence sous un titre un peu énigmatique et alléchant, la table d'or de la cathédrale de Sens à travers les siècles. Nouveau regard sur l'objet disparu d'après les archives, un dessin retrouvé. Très intrigué, très impatient d'en savoir plus. Merci. C'est à mon tour de vous remercier et puis de remercier les archives départementales de donner l'occasion à l'association de présenter donc son projet donc qui est fait de manière collective avec Anne-Bénédicte Claire et puis Jean-Louis Muti. Donc cette intervention porte sur la table d'or de la cathédrale de Sens. Nous allons faire ce voyage ensemble. J'ai un petit problème. Voilà. Et avant de débuter ce voyage et de vous parler plus précisément de la cathédrale de Sens et de sa table d'or, peut-être rappeler ce qu'est une table d'or. Une table d'or, en fait, c'est un panneau, un tableau recouvert de lames de métal précieux, donc en l'occurrence de l'or, repoussé sur une âme de bois. Donc cette orfèvrerie, qui est souvent parsemée de pierreries et d'émaux, est soit positionnée au niveau du maître-autel dans la partie inférieure, on parle alors de devant d'autel ou d'antépendium, ou alors elle est positionnée au-dessus, dans la partie supérieure, on parle alors de retable. Donc voici un tableau qui date de 1500, qui représente la table d'or de la basilique Saint-Denis à l'époque, et on voit que là, la table d'or est positionnée donc en retable, elle est bien au-dessus de l'autel. Le prêtre donc célèbre la messe face à la table. Donc cette table d'or de Saint-Denis a été fondue en 1797 et pour être totalement transparent, en fait, il reste très peu de tables d'or encore à notre époque, puisque la plupart ont été détruites. La table d'or, malheureusement, n'a pas échappé à ce triste destin, puisque elle décorait le maître-autel de la cathédrale de Sens. Elle était d'époque médiévale, mais elle a été fondue en 1760. En fait, à l'époque, 1760, donc Louis XV doit faire face aux dépenses que lui impose la guerre, enfin il veut continuer la guerre, et donc il sollicite ses sujets pour aller porter leur vaisselle d'argent à l'hôtel de la Monnaie, fondre pour avoir de l'argent, pour renflouer les caisses de l'État. Lui-même, Louis XV, va apporter sa propre vaisselle d'argent à la Monnaie, et puis il sollicite les communautés ecclésiastiques. En l'occurrence, il adresse une lettre aux archevêques, aux évêques, leur demandant de participer à ce geste collectif et d'apporter donc les objets sans, dira-t-il, que les offrandes ne nuisent au culte divin. Les Sénonais, bien évidemment, s'opposent, mais ils n'ont pas le choix et la table d'or sera fondue en 1760. Donc, pourquoi vous proposer cette intervention aujourd'hui? Eh bien, parce qu'en 2018, nous avons travaillé sur un peintre, Charles-Nicolas Lambinet. Nous avons recensé tous les tableaux qui existent encore dans l'ancien diocèse, qu'il a réalisé pour des églises de l'ancien diocèse de Sens. Nous avons donc établi ce catalogue des tableaux et parallèlement à tous ces tableaux, en fait, nous avions relevé à l'époque des travaux qu'il avait réalisés. Donc, nous avions relevé des dépenses de travaux qu'il avait réalisés, travaux qui n'existent plus aujourd'hui. Et parmi ces travaux, nous avions relevé une dépense de 24 livres à Lambinet
18 livres pour avoir dessiné la table d'or, outre les 6 livres de l'autre part, suivant la quittance du 4 juillet. En fait, la table d'or donc, a été fondue en 1760, mais avant qu'elle ne soit portée à la monnaie, les chanoines ont demandé à Lambinet, qui était un peintre local, de dessiner la table d'or. Donc, nous reviendrons sur le dessin de Lambinet un peu plus tard dans l'intervention, mais auparavant, interrogeons-nous sur l'objet en lui-même, sur la table d'or, sur sa place au cours des siècles. Alors, un petit peu de méthodologie avant de vous proposer d'entrer dans la cathédrale et de faire ce voyage à travers les siècles, un peu de méthodologie, d'éléments très concrets. Qui va expliquer notre démarche. Tout d'abord, la première étape a été de cerner notre périmètre de recherche. Et puis ensuite de définir les sources qui nous paraissaient pertinentes pour notre travail. Donc les sources que nous avons consultées sont principalement celles du chapitre de la cathédrale de Sens et en l'occurrence, au niveau des archives départementales, les sources qui sont cotées dans la série G. Et puis la troisième étape a été la consultation des documents, la transcription des documents, tâche souvent ardue et chronophage, la sélection des documents, tous les documents qui concernaient proprement dit la table Nord, et puis la corrélation de toutes ces données qui souvent d'ailleurs nous faisaient poser beaucoup plus de questions qu'elles nous apportaient de réponses. Donc, les principales sources ont bien sûr été consultées au niveau des archives départementales. Donc, elles concernaient, donc je vous l'ai dit, tous les documents donc, de la série G, donc les conclusions capitulaires, la fabrique de la cathédrale et puis tous les comptes, les dépenses en l'occurrence, qui pouvaient donc avoir un lien avec la table d'or. Alors parallèlement, donc, nous sommes également allés à Sens, au CEREP, consulter des documents, et puis sur Paris, à la Bibliothèque nationale de France, site religieux, et puis au centre de documentation de Cluny. Donc, la cathédrale Saint-Étienne de Sens, la cathédrale métropolitaine et primatiale de Sens de son vrai nom, en fait, est une des premières église d'architecture gothique, qui était d'une grande importance puisque à l'époque, elle était un des épicentres religieux et Paris était d'ailleurs sous sa tutelle. Donc cette cathédrale conserve encore à notre époque de nombreuses parties d'origine, mais des travaux ont été faits. Son cœur a été repensé, réadapté, réaménagé en fonction des besoins du culte. Donc, nous sommes allés donc aux archives pour consulter donc tous les documents qui pouvaient avoir trait donc à cette transformation du chœur et en l'occurrence au sanctuaire, au cœur de la cathédrale et au maître-autel. Donc, un des premiers documents que nous avons consultés, en fait, est un devis, une estimation des travaux faits par 2 architectes. En fait, les chanoines à l'époque, ont à cœur de rénover leur église, c'est le siècle des Lumières, donc autant l'archevêque que les chanoines veulent moderniser le cœur de leur église. Ils font venir 2 architectes qui vont estimer donc le coût des travaux. Donc les travaux portent sur les stalles, les grilles, le carrelage, le jubé, le déplacement de l'orgue, l'autel Saint-Pierre et également le maître-autel. Le maître-autel qui, diront-ils, ressemble à un hôtel de village. Et on ne peut éviter de l'abattre et d'y faire en place un hôtel à la romaine plus reculé que celui-ci qui y est, attendu qu'il est trop en devant du sanctuaire. Donc le coût du maître-autel s'élève à 15 000 livres et le chiffrage total des travaux à peu près 150 000 livres. Donc parmi les documents que nous avons consultés, il y en a 3 qui ont particulièrement retenu notre attention. Le premier, qui est le procès-verbal des chanoines, qui était missionné, qui était chargé de suivre le chantier de la transformation du chœur.
Donc, dans ce procès-verbal, en fait, il y a plusieurs documents, dont une description de l'ancien hôtel, de l'hôtel de village, de l'hôtel médiéval, qui datait de 1332. Et puis, il y a également donc une description très minutieuse de la table d'or. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes là en 1742 et hormis une description sommaire que nous allons retrouver en 1537, c'est le premier document qui décrit l'hôtel tel qu'il était avant la transformation du cœur, une description vraiment très minutieuse. Le deuxième document est en fait la copie du premier qui a été remis en forme, retravaillé et qui intègre également un graphique, une description de la table d'or, un petit schéma. Donc, nous n'avons bien sûr pas de représentation de l'hôtel de village, de l'ancien hôtel de la cathédrale de Sens, mais d'après la description justement très minutieuse de 1742, on peut imaginer qu'il ressemblait au dessin que l'on voit là et qui est le maître-autel de Notre-Dame de Paris en 1703. Donc, celui de Sens avait une table d'hôtel en marbre verte. Et puis derrière, il y avait un grand châssis dont on va parler un peu plus loin, qui protégeait la table d'or. Il faut savoir que cette table d'or, cette magnifique orfèvrerie qui était parsemée de pierreries, n'était exposée dans la cathédrale de Sens que 2 fois dans l'année, aux 2 fêtes de la Saint-Étienne, le 3 août et le 26 décembre. En dehors de ces temps, en fait, la cathédrale, la table d'or n'était pas représentée. Et puis, on voit donc 4 piliers en cuivre au niveau du dessin. Celle de l'hôtel de la cathédrale de Sens avait également des piliers en cuivre avec des tringles. Et en fait, on y faisait glisser des rideaux dont la couleur changeait selon le temps liturgique. Le troisième document, très intéressant, est mentionné de la main de Maillet chanoine. Donc, Maillet était également bibliothécaire de la cathédrale de Sens. Et donc, Maillet nous reprend la description de la table d'or, mais parallèlement nous fait une description du nouveau maître-autel. Du nouveau maître-autel qui, comme vous pouvez le voir, n'a plus vraiment rien à voir avec l'hôtel de village. Il est un peu plus fastueux. Donc construit en 1742-1743. Donc, vous voyez ce baldaquin avec ce couronnement en bois doré qui est porté par 4 grosses colonnes en marbre, et puis l'autel, le nouveau maître-autel de style baroque. Donc, ce nouvel hôtel a été réalisé, les plans ont été réalisés par un architecte, un architecte Servandoni. Donc, il avait 2 impératifs. Il devait créer un plan donc, pour construire le maître-autel. Il devait y intégrer la table d'or et donc les 4 colonnes que nous avons vues qui avaient été données à l'archevêque et qui provenaient de la place des Victoires à Paris. Donc, Servandoni, qui était un génie multiforme à l'époque. Il était non seulement peintre, architecte, il a une carrière exceptionnelle, et puis il était également décorateur de théâtre. Donc, peut-être le baldaquin. Et il s'est inspiré donc du baldaquin de la basilique Saint-Pierre de Rome pour ses plans. Donc, Servandoni fait les plans et le nouveau maître-autel est réalisé par une famille de sculpteurs, en l'occurrence 2 frères, les Slots, qui sont originaires de Belgique et donc qui vont faire d'autres travaux pour la cathédrale de Sens. Et en l'occurrence, pour ce qui nous concerne, ils vont également faire un ange en plâtre, qu'on verra plus tard, et qui sera exécuté en bronze pour servir de suspense eucharistique. Donc, nous avons posé le contexte, l'hôtel médiéval, la transformation du chœur, mais au cours du siècle, la pièce principale, l'ornement, le joyau de la cathédrale était bien sûr la table d'or. Donc, la première description que nous ayons de la table d'or, sommaire, il est vrai, date de 1537.
Maître Claude Danière est missionné par François Ier pour venir évaluer, estimer la table d'or dans le but de renflouer les caisses. Il vient avec 3 marchands et donc viennent estimer la table d'or qu'ils estiment à 25 000 écus d'or. Et, diront-ils, ce n'était pas la table d'or dont on avait parlé au roi, qui était beaucoup plus fastueuse. Donc, ils s'en allèrent, tout ébahis et maris, selon le procès verbal. Les chanoines, eux, répondèrent qu'ils n'avaient connaissance d'aucune autre tableau d'or. Donc, le mystère reste entier sur cette visite, sur la table d'or qu'ils ont vue ou non. Mais en tout cas, nous, ce procès verbal nous apporte en tout cas 2 informations fort intéressantes. Premièrement, les chanoines disent qu'ils n'ont pas connaissance que de la dite table devant d'autel. Donc, je vous expliquais au début qu'une table d'or pouvait être en devant d'autel ou en retable. Là, il est donc fort probable qu'elle était positionnée en antépendium, en devant d'autel, selon donc ce que disent les chanoines à l'époque. Et puis la deuxième information qui est importante, c'est que les chanoines qui ont la visite de Claude Danière et des 3 marchands, en fait, n'étaient pas prévus et ils ont fait un peu attendre ces messieurs parce qu'ils avaient perdu une des 4 clés qui servaient à ouvrir les portes qui protégeaient la table d'or. Et diront-ils, quand ils ont retrouvé la 4e clé, que cela faisait 18 ans que la table d'or n'avait pas été vue. Donc en fait, elle était exposée aux 2 fêtes de la Saint-Étienne, mais il y a probablement eu des périodes, en fonction du contexte, où la table d'or n'était pas exposée. Donc nous avons effectivement également consulté de nombreux comptes sur plusieurs dizaines d'années pour essayer de trouver des interventions, des travaux, des réparations sur la table d'or et également des expositions. Donc la consultation de ces comptes en fait a été marquée par le fait que les comptes en fait sont tous structurés de la même manière. Alors de nos jours, les comptables ne diront pas le contraire, c'est toujours la même chose. On a une partie recette et une partie dépenses. Donc nous avons consulté donc cette partie dépenses qui était bien d'ailleurs structurée en rubrique. Et pour chaque dépense, donc nous avions l'auteur de l'objet de l'intervention et le montant de la dépense. Donc, en ce qui concerne la table d'or, les dépenses donc étaient intégrées dans ce que les chanoines appelaient les dépenses extraordinaires. Donc, les éléments comptables sont très intéressants. Après, il faut rester prudent, ce ne sont que des éléments comptables. Et il y a pu y avoir des interventions qui n'ont pas fait l'objet de dépenses et donc que nous n'avons pas retrouvées. Donc, la première mention de travaux que l'on ait retrouvée date de 1484. On demande à un orfèvre de remettre à point la table d'or et pour cela, donc, l'orfèvrerie sera exposée pendant 6 journées. Toujours en 1484, une dépense à un orfèvre de Paris qui a utilisé 1,5 once de clous d'argent à tête dorée et une feuille d'argent dorée. Donc, pour illustrer mon propos, je vous ai mis un détail d'une photo que nous sommes allés prendre au musée de Cluny et qui concerne la table d'or de Bâle. Donc, cette table d'or est visible donc au musée du Moyen-Âge de Cluny pour vous montrer l'utilisation des clous et des feuilles d'or. On voit bien sur la photo donc les clous qui viennent tenir la feuille d'or sur la pièce de bois qui est derrière sur l'âme de bois. Donc nous arrivons au milieu du XVIe siècle, en 1550. Et alors là, les comptes de la fabrique, rendus par Guillaume Fauvelet, chanoine de Sens, font apparaître différentes dépenses, dont un contrat passé avec le peintre Jean Cousin, donné et payé à maître Jean Cousin, peintre, pour avoir visité plusieurs fois et fait un portrait avec enseignement pour élever la table d'or sur le grand autel. Donc Jean Cousin
l'ancien ou le père, pour le différencier du fils qui était artiste également et qui portait le même nom. Est un célèbre maître qui avait des connaissances artistiques et techniques importantes. Il était peintre, dessinateur, décorateur, orfèvre. Il a même rédigé un ouvrage sur la perspective. On lui attribue les plans d'une des verrières de la cathédrale de Sens. Et puis, si vous allez au Louvre, vous pourriez admirer donc un de ces tableaux. Donc, on demande à Jean Cousin d'intervenir sur la table d'or pour faire un portrait. Entendons par portrait un plan fin. Avec enseignement, entendons un dossier technique pour élever, donc monter de bas en haut, la table d'or sous le grand autel. En fait, cette intervention répondait sans doute à deux besoins. La première, renforcer la sécurité du joyau des Sénonais de la table d'or. D'autant que les Sénonais avaient subi la vol de leur sainte coupe, la sainte coupe donc, qui contient la custode avec les hosties sacrées, en 1541, donc quelques années avant. Donc fort heureusement, la sainte coupe avait été retrouvée. Elle est d'ailleurs toujours visible, elle est au trésor de la cathédrale de Sens si vous voulez la voir. Mais en tout cas, la sécurité de la table d'or était importante pour les Sénonais. Et puis, la deuxième mission était de mettre en valeur l'orfèvrerie. Et donc, probablement, on lui a demandé à Cousin de la positionner en retable. Donc, le système que Cousin installe en 1550 existe encore en 1742, puisque dans toujours le procès-verbal dont je vous ai parlé à l'instant, on retrouve la description très précise du système. C'est très simple, je vous le lis. On le voit, le retable d'or dans son châssis par le moyen de deux grilles attachées au retable par les côtés, lesquels répondoient à deux roues dentelées, attachées dans le derrière des pilastres, dans lesquels on faisait entrer de manivelles, de fer courbé, que 4 hommes en tournant le voient et descendoient. Voilà la description. Et en fait, si on se pose la question d'un tel système et d'une telle invention à l'époque, donc au XVIe siècle, voire début du XVIe siècle, et bien, ce qui nous apparaît, c'est que probablement Cousin s'est inspiré d'un système qui avait été inventé par Léonard de Vinci, le cri. Le système décrit dans 1742 correspond exactement au dessin de Léonard de Vinci qui est intégré dans le codex où toutes les inventions donc, sont intégrées. Léonard de Vinci donc appelle d'ailleurs bien ça un cri, et donc on voit bien le système de cri, de roue dentelée, de crémaillère, de manivelle qui est précisé donc dans le PV des chanoines. Donc pour mieux comprendre, je vais tenter de vous partager une petite vidéo que nous avons réalisée, que tout le monde voit. Voilà. Donc en fait, ce que je veux vous présenter, c'est une petite maquette qu'on a réalisée et qui représente donc l'autel, le maître-autel de la cathédrale de Sens tel qu'il était. Donc on voit la table de marbre vert, l'autel, on voit l'armoire donc qui est juste derrière et qui intègre dans la partie inférieure la table d'or quand elle n'est pas élevée. On voit les 4 colonnes surmontées des anges qui tiennent les instruments de la Passion et sur lesquels il y avait des tringles où vous pouvez passer donc les rideaux. La colonne qui est à l'arrière est surmontée d'un crucifix qui fait 2 mètres de haut. Et puis devant, on voit ce pavillon qui protège justement la sainte coupe qui avait été volée et qui contient la custode. Voilà, je voulais quand même vous montrer la vidéo, l'animation que je n'ai pas pu vous montrer tout à l'heure. Donc là, on voit vraiment l'autel médiéval tel qu'il était donc à l'époque, avec derrière les manivelles qui sont au niveau des pilastres et qui permettaient donc de monter la table d'or. Et donc la table d'or était bien positionnée donc en retable
au niveau de l'autel, donc dans la partie supérieure. Et continuer donc au XVIIe siècle la consultation des comptes de l'Office de la Chambre pour toujours donc rechercher une intervention ou des travaux qui auraient pu être faits donc sur la table d'or. Donc, on retrouve en 1719 une élévation de la table d'or et une réparation. Donc, vous voyez bien qu'à partir de ce moment-là, les dépenses que l'on retrouve dans les comptes ne parlent plus d'exposition, mais parlent d'élévation. Donc, il y a bien donc cette notion d'élévation de la table d'or. Donc, je parle d'élévation. L'animation que je voulais vous montrer justement, donc visualiser donc la table d'or dans l'autel en position haute. On voyait également les manivelles derrière pour monter le système. Et puis, vous parlez de l'élévation, elle était physique, mais elle était aussi très symbolique. Et les Sénonais donc étaient tous présents, bien évidemment, lors de l'élévation de la table d'or, mais les fidèles accouraient également de 20 lieues aux alentours pour voir justement cette élévation de cette magnifique orfèvrerie. Donc, en 1642, en 1643, en 1649, on a également une élévation de la table d'or. Exceptionnellement, en 1650, on retrouve 4 élévations. Donc, 2 au fait de la Saint-Étienne, comme c'était le cas, une en mai lors du chapitre provincial des Cordeliers, et puis une en mars pour la venue du jeune roi Louis XIV et de sa mère, donc, qui sont venus visiter la cathédrale de Sens et qui ont bénéficié donc de l'élévation de la table d'or. Ils n'ont d'ailleurs pas bénéficié simplement de l'élévation de la table d'or, puisque selon toujours les comptes et les dépenses, ils sont repartis les mains pleines de vin et de confiture. En 1681, donc également une élévation de la table d'or. Au XVIIe siècle, toujours au XVIIe siècle, parallèlement au compte, on a consulté donc les tables alphabétiques du chanoine Fénel. Certains registres avaient disparu et Fénel, à son époque, en fait, a relevé toutes les informations qui étaient importantes dans les registres capitulaires et les a classées par ordre alphabétique. Donc, à la lettre T, nous retrouvons toutes les informations concernant la table d'or, dont celle de 1619, mais on apprend par Fénel que, encore une fois, celle-ci n'avait pas été vue depuis des années. En 1667, 2 expositions, en 1668, 2 expositions, et en 1694, la table d'or est montrée à Madame l'abbesse de Saint-Laurent-de-Bourges. Nous passons au XVIIIe siècle avec encore plusieurs élévations. Donc, elles sont bien notées précisément, notamment de 1702 à 1707 et également de 1717 à 1723. Donc, à chaque fois, des personnes étaient rémunérées pour lever la table d'or au niveau du maître-autel. Et puis en 1720, alors là, il y a une grande fête pour la guérison du roi Louis XV. Il est alors âgé de 11 ans, il a une forte fièvre, il guérit, et comme dans tout le royaume, en fait, les Sénonais vont faire la fête. On va célébrer dans l'église métropolitaine une messe solennelle avec les plus magnifiques ornements, la table d'or enrichie de pierreries y était exposée. Donc à Sens, c'est la fête. Toutes les maisons sont illuminées, on tire le canon, toutes les cloches des 2 tours sonnent, on allume même un feu de joie sur la grande place de Saint-Étienne. On voit à la santé du roi. Les bourgeois installent même des tables devant leur porte et invitent les Sénonais à boire à la santé de Sa Majesté. Donc les Sénonais vont effectivement faire la fête, mais ils ne boiront surtout pas à la santé du roi,
quelques années après, parce que c'est le même Louis XV qui peut-être aura la mémoire défaillante, mais en tout cas exigera la fonte de leur table d'or. Donc toujours début XVIIIe siècle, 1724, Balduc restaure la table d'or. Donc il est payé pour ça 458 livres et il va assurer l'entretien de l'orfèvrerie de la cathédrale pendant 4 années et il va également intervenir 30 jours sur la table d'or avec un menuisier, un serrurier et 5 hommes, dira-t-on, pour leur peine à lever et descendre la table d'or. La table d'or, vous imaginez le monument, elle devait faire plus de 400 kilos. Donc les gens étaient payés pour leur peine à lever et descendre la table d'or. Donc Balduc est un orfèvre qui est issu d'une famille d'orfèvres depuis 6 générations. Et il va donc intervenir sur la table d'or, s'entourer d'un menuisier et d'un serrurier parce que lui fait la partie orfèvre, mais la table d'or a une âme en bois, elle est sur une pièce de bois. Et puis je vous rappelle qu'elle était dans un système assez complexe, le système de Cousin. Donc ça nécessitait souvent des réparations, en tout cas quelquefois des réparations. Et pour cela, donc il fallait s'entourer différents corps de métier. 1760, je pense que vous avez retenu depuis le début de l'intervention la date fatidique, la destruction de la table d'or. Elle est fondue. Donc le 12 janvier 1760, les chanoines ordonnent que la table d'or, en fait, ce qu'il en reste en lingots, soit portée incessamment à la monnaie de Paris. Elle est réduite en 5 lingots par, comble de l'histoire, François-Isaac Balduc, le fils de celui qui a réparé la table d'or quelques années avant. Tout ça pour 57 700 livres et un poids d'or d'environ 18 kilos. Donc, je vous propose encore un détail de la table d'or de Cluny pour que vous puissiez bien distinguer donc la feuille d'or qui est un peu abîmée, la lame d'or qui était assez épaisse, elle était ciselée. Donc imaginez 18 kilos d'or sur cette table d'or, c'était quand même très, très impressionnant. Et puis sur l'autre photo, on voit bien le bois donc, qui maintenait donc, la table d'or. Le bois donc, qui maintenait la table d'or parce que donc, voici donc la table d'or de Bâle qui est conservée au musée de Cluny. Donc, elle était, on peut faire un similaire, un comparatif avec la table d'or qui devait exister à Sens parce que les figures étaient en relief, pareil. En fait, les feuilles d'or étaient travaillées ou repoussées, ce qu'on appelle en ronde bosse. Donc, derrière, c'était comblé par une espèce de mastic fait d'argile et de cire pour éviter que les figures ne s'écrasent et qu'elles ne se déforment. Donc, la table d'or de Bâle intègre, comme l'était celle de Sens, des pierreries et puis elle avait également des inscriptions. La table d'or de Bâle mesure 1,77 m de large sur 1,22 m de haut. Celle de Sens avait des dimensions exceptionnelles. Elle faisait pratiquement 3 mètres de large. 2,92 m très précisément de large. Donc la table d'or est fondue, elle est détruite, elle n'existe plus, mais son histoire, sa description ressurgit dans des publications au milieu du XIXe siècle. Le premier auteur à faire une description de la table d'or, en fait, est Tarbé, Théodore Tarbé, très connu des Sénonais. Tarbé est imprimeur, il est grand collectionneur, il est issu d'une grande famille sénonaise. Il rédige des ouvrages sur Sens et notamment l'almanach historique de Sens. Dans cet almanach, il va faire une description de la table d'or, du retable d'or. Une description d'après donc le PV de 1742
et d'après, dira-t-il, le dessin d'un certain Lambinet. Donc il fait une description textuelle sans aucune illustration. Tarbé communique ces informations à Alexandre du Sommerard. Alexandre du Sommerard est un grand collectionneur d'art. Il demeure à l'hôtel de Cluny, à Paris, qui deviendra plus tard le musée du Moyen-Âge. Donc, grand collectionneur, passionné du Moyen-Âge, du Sommerard va rédiger un ouvrage, Les Arts au Moyen-Âge, qui est constitué de 5 tomes de textes, qui sont d'ailleurs en ligne, et puis de plus de 500 planches, toutes plus magnifiques les unes que les autres. Et parmi ces 500 planches, en fait, il y en a une qui va être effectuée, dessinée par un lithographe, Bedbédé, et qui va représenter la table d'or. Donc, vers 1841, nous avons une reproduction du dessin de Lambinet qui est réalisé par Bedbédé. Bedbédé qui est un dessinateur. Ses parents demeurent à l'abbaye de Vauluisant. Donc, il est dessinateur et il fut un élève d'Eugène Delacroix. Et donc, dans l'ouvrage Les Arts au Moyen-Âge, nous avons une lithographie, voire une chromolithographie, parce qu'en fait, il y en a deux, une en noir et blanc et une en couleur, d'une copie du dessin de Lambinet qui est effectuée par Bedbédé. Donc, au XIXe siècle, donc Maximilien Quentin, notre archiviste iconé, arrive donc aux archives de Lyon en 1833, il me semble, et en 1850, il va adresser donc au ministère de l'Instruction publique et du culte une description de la table d'or selon les archives qu'il a lui-même classées et cotées. Et donc, il n'y aura pas de représentation graphique, mais il adresse donc une description donc, au bulletin des comités historiques. Et puis à Sens, Gustave Julliot, qui est à l'époque président de la Société archéologique de Sens, va lui aussi faire une publication sur l'ancien retable d'or. Et dans sa publication, il intègre la seule copie que l'on connaisse, le seul dessin de la table d'or que l'on connaisse à l'époque, le dessin de Bedbédé. Ce dessin sera d'ailleurs envoyé par Julliot à Paris pour l'exposition universelle de 1900 pour laquelle il recevra un prix. Donc tous les auteurs qui sont arrivés à partir du milieu du 19e et au 20e siècle, qui ont décrit la table d'or et évoqué la table d'or, se sont tous appuyés sur le dessin de Bedbédé, la copie du dessin de Lambinet. Et donc voici la chromolithographie du dessin de Lambinet qui représente donc la table d'or de la cathédrale de Sens. Donc Bedbédé, on va voir quelques détails, n'a pas été si fidèle que ça en fait dans sa reproduction, parce que tous les personnages qui sont sur le dessin sont plutôt vieillis et plutôt tristes. En tout cas, il y a quelques détails qui sont différents par rapport au dessin de Lambinet. Bedbédé y a intégré des inscriptions. En fait, dans le PV de 1742, les chanoines ont relevé toutes les inscriptions qui étaient présentes sur la table d'or. Donc les textes sont très précis, sont bien relevés. En revanche, les emplacements où étaient placées ces inscriptions ne sont pas très précises. Donc Bedbédé lui a reproduit les inscriptions, mais de manière aléatoire, puisque Lambinet, lui, ne les avait pas reproduites. Et donc, nous arrivons donc dans la dernière partie de l'intervention avec la présentation du fameux dessin original de Charles-Nicolas Lambinet. Que voilà. Et voilà la table d'or de la cathédrale de Sens, telle qu'elle était à l'origine. En tout cas, le dessin de Lambinet. Donc, le dessin de Lambinet est réalisé à l'échelle. Il mesure 53 cm sur 35, ce qui nous a permis d'avoir les dimensions exactes de la table d'or, puisque selon les différentes publications, les dimensions
n'étaient pas les mêmes, mais peut-être en fonction des éléments qui étaient pris en compte, puisque vous voyez que Lambinet n'a pas simplement dessiné la table d'or, le choyau, mais également les ornements qui étaient au-dessus. On voit la corniche au-dessus, et puis on voit l'ange qui est juste au-dessus, qui en fait mesurait 2 mètres de haut. Et c'est l'ange dont je vous parle au début qui a été dessiné justement par Slotz, le sculpteur qui a fait le baldaquin. Et donc, Lambinet a sans doute voulu intégrer la table d'or dans son environnement liturgique, avec sa place au niveau du sanctuaire et notamment l'ange qui porte la Sainte Coupe, donc la chose la plus sacrée de la cathédrale. Donc voilà la table d'or dans son intégralité. Et vous voyez qu'elle est divisée en 3 compartiments. Dans le compartiment central, le Christ est représenté en majesté, entouré d'anges. Dans les 2 compartiments circulaires de chaque côté, nous avons la Vierge et Saint Jean-Baptiste. De part et d'autre du Christ, nous avons les 4 évangélistes, Saint Matthieu, Saint Jean, Saint Marc, Saint Luc. Et puis, dans les scènes opposées, à l'extérieur, nous avons en haut une scène de la vie de Saint-Étienne qui représente la dispute, et dans les 2 compartiments inférieurs à l'extérieur, en fait, ces 2 scènes se regardent. Ces 2 scènes, on doit les lire ensemble. Nous avons en bas la lapidation de Saint-Étienne. Donc, en fait, la disposition des éléments sur la table d'or correspond exactement au triple patronage de la cathédrale de Sens. Nous avons, au niveau de la cathédrale, 2 chapelles latérales avec au sud la Sainte Vierge et au nord Saint Jean-Baptiste, et bien évidemment le maître-autel qui est réservé à Saint-Étienne. Et puis, au niveau du portail, nous avons la même disposition, donc au sud la Sainte Vierge et au nord Saint Jean-Baptiste. Alors peut-être vous rappeler qui est Saint-Étienne pour bien comprendre en fait la symbolique de la table d'or. En fait, il apparaît dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 6. C'est un juif helléniste converti au christianisme. Il est élu diacre pour assister les apôtres plutôt dans les missions matérielles, logistiques, mais c'est un érudit. Il prêche et il va être accusé de blasphème. Il est traduit devant le tribunal religieux, le Sanhédrin, et il sera condamné à mort et lapidé. Saint-Étienne est le proto-martyr, c'est le premier martyr de la chrétienté, et il représente en fait la scission entre le christianisme et le judaïsme. Donc, sans reprendre peut-être tous les détails de la table d'or, mais peut-être s'arrêter sur quelques figures, notamment le Christ en majesté, qui est au centre. Donc, il tient un livre parsemé de pierreries, la Bible, et puis de l'autre main, il bénit. De chaque côté, 2 anges tenant des couronnes, donc qui représentent les 2 mondes, le royaume des cieux et le royaume terrestre. Alors, ce qui est intéressant, c'est de lire la table d'or avec les inscriptions qui étaient associées, les inscriptions qui existaient à l'origine sur la table d'or et qui permettent de confirmer l'identification des scènes que nous voyons. Donc là, effectivement, sous le Christ était marqué le roi des rois, donc en latin. Dans le compartiment de droite, nous avons vu la Sainte Vierge. Donc, que voit-on sur le dessin de Lambinet? Nous voyons une Vierge en majesté. Une Vierge qui tient dans sa main droite un lys, symbole de virginité.
Mais où pose-t-elle sa main gauche? Elle pose sa main gauche sur son ventre arrondi. Et en fait, si vous voyez en haut à droite le détail du dessin de Bette BD, celui-là ne l'a pas reproduit de la même manière. Ce n'est pas d'ailleurs une ornementation vestimentaire que l'on voit sur le dessin de Lambinet, mais sur le dessin de Bette BD, on a l'impression que la Vierge tient un livre dans sa main, ce qui n'est pas la réalité. Et puis, on ne voit pas son ventre arrondi. Donc, Bette BD, effectivement, n'a pas été si fidèle que ça au dessin de Lambinet, puisque ce détail de la maternité de la Vierge, de la grossesse de la Vierge, n'apparaît que sur le dessin de Lambinet. Et puis, toujours si on met en regard donc les inscriptions de la Vierge, les inscriptions qui sont sous la Vierge, l'auteur donc de la table d'or a noté: par l'inspiration de Dieu, je deviens mère et fille. En fait, c'est vraiment un symbole, puisque cette maternité de la Vierge est contestée par les Juifs. Les Juifs diront sur la séquence suivante: en vérité, Dieu n'a pas voulu naître d'une femme. Voilà, donc la scène que je vous propose de voir ensemble est celle donc, qui est située dans la partie supérieure de la table d'or, aux deux angles, mais qui se lisent ensemble. Et donc, les inscriptions permettent de bien comprendre, puisque à gauche, on a le Conseil des Juifs. Les Juifs, tant scribes que pharisiens, docteurs de la loi, luttent avec le soldat du roi suprême, donc Saint Étienne. Donc, d'un côté, on a le Conseil des Juifs qui discute avec Saint Étienne, et chacun donc fait des objections. Donc, les Juifs confirment par les messages, par les inscriptions qui sont notées, leur incrédulité dans la maternité de la Vierge, dans l'incarnation. Les Juifs ne croient pas en l'incarnation. Vraiment, Dieu n'a pas voulu naître d'une femme. Mais les Juifs réfutent également la passion du Christ, puisqu'ils rajoutent au niveau des inscriptions: celui qui est mort sur une croix ne peut être Dieu. Donc, les deux scènes extérieures et inférieures de la table d'or, encore une fois que l'on lit ensemble, concernent la lapidation de Saint Étienne. Donc, le jugement a été donné, Saint Étienne doit être lapidé. Donc, à gauche, nous voyons Saül qui lève le doigt pour faire respecter le jugement qui vient d'être donné, la lapidation de Saint Étienne. Il est assis sur des vêtements. Ce sont les vêtements des bourreaux qui sont dans l'autre partie en train de jeter des pierres à Saint Étienne. Ils sont en train de lapider Étienne, qui lui a les bras ouverts et, selon les actes des apôtres, pardonne à ses bourreaux. Saül donc, est assis sur des vêtements, et puis vous voyez à côté un chemin avec un arbre. En fait, ce chemin et cet arbre représentent le chemin de Damas, puisque Saül, quelque temps après, va se convertir au christianisme sur le chemin de Damas, et il deviendra Paul. Donc, les inscriptions, encore une fois, permettent de confirmer ces scènes. La loi a tenu ce jeune Saül, la grâce a tenu Paul. Le Christ l'a lavé à la prière d'Étienne qu'il a lapidé. Donc voilà pour l'iconographie de la table d'or. Et puis, bien évidemment, on peut se poser la question de la datation de cette magnifique orfèvrerie. De quand date-t-elle? À quelle époque a-t-elle été réalisée? Donc, la période est assez contestée. Elle a longtemps été attribuée à Sévin ou Séguin, qui était l'archevêque du Xe siècle, selon différents auteurs qui se sont notamment appuyés sur des écrits, sur les chroniques, sur les chroniqueurs de l'abbaye Saint-Pierre-le-Vif à l'époque, donc Odoranus de Sens, le Pseudoca Clarius ou Geoffroy de Courlon, et qui avançait probablement, plutôt une datation du Xe siècle.
du Sommerard, qui lui était spécialiste du Moyen-Âge, évoquait plutôt une datation du XIe siècle. En fait, une étude sur les inscriptions réalisée par Robert Favreau en 2001. Donc, Robert Favreau est un scientifique, un spécialiste de l'épigraphie médiévale. Il a travaillé sur les inscriptions de la table d'or de Sens. Et ce qu'il avance, ce qu'il évoque, qui est très éclairant, sont que l'incarnation et la passion, donc le message, les symboles qui sont présents sur la table d'or, ne sont pas retrouvés dans les actes des apôtres. En revanche, ce sont des thèmes qui sont retrouvés au XIIe siècle lors des disputes entre juifs et chrétiens. Donc, des conflits religieux entre juifs et chrétiens datent de l'origine, mais ces disputes, en fait, apparaissent à la fin du XIe siècle jusqu'au XIIIe siècle, et donc le XIIe siècle est plutôt le siècle qui est retenu par Favreau pour la datation de la table d'or. D'autres éléments, à notre avis, peuvent corroborer en tout cas cette date et plutôt aller dans ce sens-là, notamment la composition centrale du dieu en majesté dans un quadrilobe. Le quadrilobe serait apparu en Europe au XIIe siècle. Et puis la représentation de la Vierge, la maternité de la Vierge, la grossesse de la Vierge, puisque la grossesse de la Vierge n'apparaît dans l'art chrétien qu'à partir du XIIe siècle. Également, la tenue vestimentaire et le lys dans la main peuvent nous interpeller. En fait, nous avons tenté de retrouver des ornementations vestimentaires qui pouvaient s'apparenter à celui de la Vierge sur le dessin de la table d'or. Et nous avons retrouvé dans un ouvrage donc, du 19e siècle sur un sceau, donc un document sur les costumes dans les sceaux, la Vierge de fond, un sceau donc de l'abbaye de Font-Combourg, qui date du XIIIe siècle, où l'on peut faire vraiment un comparatif, une similitude avec la Vierge du dessin de Lambinet. On voit que toutes les deux tiennent dans leur main droite le lys, symbole de la virginité. On remarque bien justement cette ornementation vestimentaire, ce plastron qui est sur la poitrine de la Vierge, qui est le même sur les deux images. Et puis, les auteurs donc, de l'ouvrage sur les sceaux traduisent la main ouverte de la Vierge comme la promesse de l'incarnation. Or, effectivement, sur le dessin de Lambinet, ce n'est plus la promesse de l'incarnation, la main est fermée, c'est l'incarnation, c'est la grossesse, la maternité de la Vierge. Donc, quelques éléments pour conclure cette présentation. Déjà, vous faire remarquer le programme iconographique extrêmement riche de cette table d'or, qui reprend très bien le triple patronage de la cathédrale de Sens, Saint-Étienne, la Vierge, Saint Jean-Baptiste, qui répond totalement à sa fonction religieuse avec le Christ en majesté et les évangélistes de chaque côté. Et puis, le message qu'a voulu faire passer l'auteur ou le commanditaire de la table à l'époque, qui est bien l'affirmation de la chrétienté sur le judaïsme, avec ces deux scènes de Saint-Étienne. Alors, il faut savoir qu'au XIIe siècle, les Juifs les Juifs ont été persécutés. Ça a commencé avec le début des croisades à la fin du XIe siècle. Et puis, un élément qui nous a interpellés, c'est qu'au XIIe siècle, on sait que le pape, Alexandre III, vient à Sens en exil pendant 2 ans. Et ce même pape, en fait, quelques années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, exigera que les Juifs portent une rouelle rouge sur le vêtement. La rouelle rouge qui deviendra jaune au siècle suivant. Donc, il y avait déjà à l'époque, la situation était déjà très complexe entre donc, le christianisme et le judaïsme. Donc, cet objet, vous avez compris, a disparu, malheureusement, mais gardons
une note positive, puisque la description au XVIIIe siècle est très précise et nous apporte des éléments fondamentaux sur cette magnifique orfèvrerie. Et puis relevons également la chance que nous ayons d'avoir au niveau des archives départementales un fonds aussi important, de pouvoir consulter ces documents qui sont très accessibles, et puis de l'aide et de l'accueil du personnel des archives, que je remercie. Et puis, gardons aussi, ayons à l'esprit donc la chance d'avoir une représentation graphique, d'avoir retrouvé donc une représentation graphique du dessin de la table d'or par le biais du dessin de Lambinet. Et donc, ce dessin de Lambinet, on peut se poser la question, qu'est-il devenu? Quel a été son parcours? Alors, beaucoup d'interrogations. Ce que l'on sait, c'est que le dessin de Lambinet a été réalisé entre le 12 janvier, date de la délibération des chanoines pour fondre la table d'or, et le 31 janvier, date de la fonte de la table d'or. Ça, c'est un fait. Ensuite, ce que l'on sait, c'est que le 28 juillet 1790, il y a un inventaire des archives de l'Église et du chapitre qui est effectué et que l'on retrouve lors de cet inventaire plusieurs dessins au-dessus d'une grande armoire où les archives sont conservées dans une tour, dans la tour de la cathédrale. On sait qu'en 1840, le dessin était probablement chez Tarbé, puisque Tarbé le communique ensuite à Dussomerard pour en faire une copie. En 1848, Théodore Tarbé décède. En 1849, son cabinet de curiosités est mis en vente. Et donc, nous avons retrouvé le catalogue manuscrit détaillé des objets qui faisaient partie de ce cabinet de curiosités dans lequel était intégré le dessin de la table d'or. Donc, la vente a été effectuée, les objets ont été dispersés, probablement en main privée. Nous n'avons plus aucune trace du dessin de Lambinet depuis cette date. Un calque du dessin aurait été fait par Louis Prouve en 1855 et est conservé au CEREP, mais plus aucune notion du dessin de Lambinet jusqu'au XXIe siècle. Et voilà. Et donc l'objet a disparu, mais je vous propose malgré tout une fin heureuse pour cette fin d'intervention, puisque au sein de l'association, nous menons ce qu'on appelle une veille informationnelle. En fait, nous avons des outils gratuits, d'ailleurs, qui nous permettent de rester en alerte et dans lequel nous mettons différents mots-clés selon les sujets qui nous préoccupent, qui nous intéressent. Et donc, nous avons régulièrement des alertes qui, je vous l'accorde, la plupart du temps ne sont sans aucune importance. Or, un jour, nous recevons une alerte en anglais, un soir d'ailleurs, qui nous a interpellés, autant sur le sujet, un sujet religieux, que sur le nom du peintre, enfin, du dessinateur, de l'auteur, Lambinet, et puis la date, maintenant vous la connaissez, 1760. Donc, un motif religieux, Lambinet, 1760, oh, on s'est dit, il faut aller vite. Donc, à la première heure, le lendemain matin, nous téléphonons à l'antiquaire, un antiquaire belge, et effectivement, apparemment, il s'agissait bien du dessin donc de Lambinet. Donc, sans aucun doute, nous faisons l'acquisition du dessin sans perdre de temps parce que le but était simplement de rapatrier le dessin en France et dans sa région d'origine, bien évidemment. Donc, nous avons fait l'acquisition du dessin de Lambinet, mais bien évidemment, l'association n'a pas vocation à garder le dessin, ce dessin original qui fait partie du patrimoine commun, et il sera bien sûr remis acquis de droit en temps voulu. Voilà. Eh bien, écoutez, simplement vous dire que cette intervention
fera l'objet d'une publication dans quelques semaines, voire quelques mois. Mais en tout cas, je vous remercie. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous parler de cet objet et du parcours du dessin de Lambinet. Et puis, bien évidemment, je reste toute ouverte, disponible si vous avez des questions. Oui. Oui, très bien. Tiens. Donc, si vous avez des questions, et puis alors, la petite surprise supplémentaire, je vous ai parlé de la table d'or et des dimensions exceptionnelles qu'elle avait, mais on a un peu du mal à s'imaginer 3 mètres de large. Donc, voilà donc le fac-similé de la table d'or de Sens. Voilà, donc vous voyez un peu le monument, l'objet imposant. Il faut l'imaginer donc tout en or et surtout parsemé de pierreries et de pierres précieuses. Merci Chloé, merci Sophie.